Bienvenue à tous, c'est Business, le magazine économique du Grand Est, une émission réalisée en partenariat avec la région Grand Est et les 4 télévisions locales du territoire, via Mirabel, via Vosges, Alsace 20 et Canal 32. Nous vous proposons aujourd'hui une émission un peu spéciale que nous avons enregistrée ce vendredi 8 novembre à Paris, porte de Versailles, à l'occasion de l'ouverture de la 8e édition du salon Made in France, un salon destiné à valoriser les entreprises et les savoir-faire des entreprises françaises et aussi qui répond, selon les organisateurs, à la prise de conscience des consommateurs qu'acheter français, c'est favoriser l'emploi, préserver l'environnement et bien sûr la recherche permanente de qualité. Le salon Made in France, c'est plus de 550 exposants et près de 70 000 visiteurs sur 4 jours, du 8 au 11 novembre. Cette année, la région Grand Est est mise à l'honneur du salon Made in France et elle est venue accompagnée d'un certain nombre d'entreprises du Grand Est. Je vous propose de découvrir non pas une, mais 2 entreprises du Grand Est, des entreprises auboises. Il s'agit de Dess et de Rubégan. Le temps de les rejoindre, tout de suite, le sommaire de cette émission. Frédéric Dessau est le premier invité de ce numéro de Business. Il dirige Dess, une entreprise située à Pinet dans l'Aube, spécialisée depuis 40 ans dans la fabrication de parapluies et de parasols. Un bel exemple du Made in France qui a su résister à la concurrence asiatique. Samuel Granata est le 2e invité de cette émission. À tout juste 25 ans, il a lancé début 2018, lors de la Fashion Week, une nouvelle marque de prêt-à-porter masculine 100% Made in France, Rubégan, un pari osé mais réussi avec des ventes au Japon et une première boutique dans le Marais à Paris. Grande région industrielle, en particulier pour l'automobile et le textile, la région Grand Est est à l'honneur pour cette 8e édition de MIF Expo et plus de 20 entreprises régionales exposent leurs produits sur son stand. Pourquoi cette participation et quel est l'enjeu pour la région de faire valoir les savoir-faire régionaux? Les éclairages d'Isabelle Héliot-Couronne, présidente de la commission développement économique de la région Grand Est. Enfin, un tour de l'actualité régionale vous fera découvrir d'autres belles dynamiques 100% Made in Grand Est. En Alsace, par exemple, avec les chaussettes La Bonale, qui ont justement misé sur le Made in France pour se relancer. Dans les Vosges, ensuite, avec Salveco, la PME de Saint-Dié, spécialiste de la chimie du végétal, sous-traitant de formulation pour de grands groupes, qui vient de lancer sa propre marque pour l'hygiène de la maison, 100% végétal. En Moselle, enfin, avec le beau succès de la PME familiale Gaia Trend, devenue en 10 ans l'un des acteurs incontournables du marché des liquides pour cigarettes électroniques. Frédéric Dessau, vous dirigez l'entreprise Dess, située à Pinet, spécialisée dans la fabrication de parasols, de parapluies. Une entreprise qui a été créée en 1978 par vos parents. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit? Voilà, oui, tout de suite. À l'âge de 14 ans, j'ai suivi mes parents dans leur aventure. Ils sont partis à la recherche d'un fournisseur de parapluies en Autriche. Et donc, je les ai suivis tout petits. Et donc, j'ai suivi tout leur parcours. Et à un moment donné, dans les années 80, mon père ayant les connaissances, étant ingénieur dans le textile, a décidé de les fabriquer. Alors au début, c'était des parapluies. Dans les années 90, vous avez commencé à avoir des idées pour vous diversifier. Voilà, pour nous diversifier, parce que dans les années 90, on a subi vraiment les importations massives en provenance de Chine, donc qui ont détruit quand même pas mal de métiers. Et donc on s'est retrouvé dans une situation un petit peu ubuesque où on n'arrivait plus à vendre nos parapluies en France. Donc on s'est tourné vers l'exportation. On a eu la chance d'avoir des opportunités de vendre beaucoup de parapluies japonais, un petit peu à Hong Kong aussi. Et puis progressivement est arrivé Internet. Et ça nous a permis de trouver de nouvelles idées pour nous réorienter. Et progressivement, depuis 2000, on va dire depuis les années 2000, on repart à la reconquête de notre marché. Oui, comme je disais, c'était ubuesque parce que les Chinois vendaient en France et vous vendiez. Et voilà, donc c'était quelque chose d'absurde finalement. Et donc maintenant, à chaque fois qu'on a un nouveau client proche de chez nous, pour nous c'est aussi presque merveilleux qu'à l'époque, quand on décrochait un nouveau client en Asie
ou au Japon. Vous avez succédé à vos parents à la fin des années 90, en Oui. 97 je crois. Et là vous avez aussi commencé à vous développer sur les parasols. Oui. Pourquoi cette... Alors ça c'était une volonté, déjà c'est venu par le fait qu'on a des clients qui nous commandaient des parapluies pour l'événementiel et qui cherchaient des parasols. Bon, dans les années, à la fin des années 90, au début des années 2000, tous les gros fabricants de parasols et de parapluies ont disparu. Aujourd'hui, il ne reste que des fabricants on est les derniers à fabriquer des parapluies et des parasols. Et le Made in France, c'est quelque chose qui vous différencie et qui marche aujourd'hui? Oui, ça marche parce que nous, on est dans le réel, finalement. On s'est servi d'Internet, du virtuel, pour revenir dans le réel. Quoi de plus facile pour quelqu'un de vendre un parapluie sur Internet? On achète des parapluies, on peut les acheter en Chine, ça n'arrive pas par carton. Et puis ensuite, on les envoie, ils sont déjà fabriqués. Alors que nous, on les fabrique. Nos clients veulent des parapluies personnalisés, ils veulent choisir la couleur, ils veulent une qualité. Et puis il y a un retour à l'envie d'acheter un produit fabriqué en France, de connaître les gens qui l'ont fabriqué. Il y a une grande réactivité aussi. Et on a aussi le fait de fabriquer, on a une grande réactivité, on peut proposer des couleurs, des tailles. Vous participez là sur le stand de la Chambre régionale de métier. C'est important d'être au MIF? Oui, c'est important parce que bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de salon, donc on remonte un peu, on met le pied à l'étrier. Mais oui, être présent au MIF, nous c'est un combat qu'on mène depuis 40 ans finalement, donc on a tout à fait notre place ici. Et Frédéric Dessau, la région Grand Est est riche de créateurs et de promoteurs du Made in France comme vous. Et cela se vérifie aussi dans le domaine du textile. On va rester dans l'Aube avec une autre belle aventure, celle lancée il y a à peine 2 ans par l'atelier d'Ariane. Cette PME dirigée par Véronique Granata est spécialisée dans le textile technique et aussi dans la confection en sous-traitance pour des grands acteurs du luxe. Eh bien, elle a décidé de créer sa propre marque de prêt-à-porter masculin. Rubégan, c'est son nom, une marque 100% Made in France, un projet porté de main de maître par son fils Samuel Granata, qui a fait de ce pari un succès. Avant de le retrouver sur ce salon, je vous propose de découvrir en images l'univers de la marque Rubégan au sein de son atelier à Lavaux, près de Troyes. C'est dans cet atelier de Lavaux que sont conçues 500 pièces de prêt-à-porter masculin chaque saison. Créé en 2017, Rubégan emploie 7 salariés à temps plein au sein du bureau de développement. Le designer qui charge aussi la direction artistique de la marque, une personne dédiée au développement des produits, donc pour tout ce qui est patronage, une personne qui se charge des approvisionnements et la mise en place de la production, et 2 personnes sur le digital, un vendeur également à la boutique de Paris, un maroquinier qui développe aussi notre maroquinerie qui est mon frère, et moi-même du coup pour la partie commerciale et marketing. Une petite équipe complétée par 5 couturières pour assembler les produits. Quand on produit, là on a besoin de plus de monde, donc on a 5 personnes dédiées on va échelonner sur 3 mois de l'année. La jeune marque, qui porte le nom d'une rue troyenne historique du textile local, est distribuée en boutique à Paris et sur Internet. Elle touche donc une clientèle large et internationale. On a de belles promesses d'avenir, notamment en Asie. Au Japon, on souhaite se développer par le biais d'agents qui vont distribuer la marque auprès de multimarques. Et aussi en Europe, en Italie, Benelux, où là, pareil, on a de belles promesses d'avenir et de développement. Vu qu'on propose une gamme large, on s'est dit qu'il fallait aussi toucher un public assez large. On essaie en tout cas de valider en touchant le père et le fils. C'est un peu l'idée de Rubégan. Donc on va dire un homme de 25 ans et son père qui va jusqu'à 50, 60. Après, il n'y a pas forcément de restriction d'âge. Mais notre test, c'est toujours de faire porter par nous en tant que fils et notre père pour voir justement si les produits peuvent plaire. Le tissu vient à 90% d'Italie, le reste de France. 100% des pièces sont confectionnées ici à Lavaux. Et pour renouer avec le patrimoine textile local, Rubégan ouvrira une boutique dans son atelier début 2020. L'idée, c'est de recréer justement, redynamiser les vrais magasins d'usine. Enfin, quand je veux dire vrais magasins d'usine, c'est la boutique qui vend en direct les pièces sorties de l'atelier. C'est ce qui était le cas d'ailleurs dans la rue Bégan jusque dans les années 70. Après le prêt-à-porter, Rubégan se lance dans la maroquinerie et la petite bagagerie. La première collection sortira fin 2020. Samuel Granata, pourquoi vous êtes lancé dans ce pari un peu fou
aujourd'hui de créer une marque de prêt-à-porter masculine 100% Made in France à Troyes? Pour moi, c'était important, premièrement, de faire vivre le savoir-faire qu'on nous a transmis. C'est un atelier familial, donc un business familial. On a une équipe derrière nous qui nous suit depuis toujours. Moi, j'ai toujours baigné dans cet atelier et je me suis dit que ce serait complètement dommage de s'en priver. Après, j'ai fait aussi un autre constat, c'est que les hommes ont besoin qu'on leur facilite le quotidien tous les jours, donc le quotidien forcément, en les habillant, en leur proposant un vestiaire adapté. C'est vrai que les codes du formel, ils ont un petit peu changé et donc je pense que c'est important de leur faciliter la tâche en leur proposant des pièces qu'ils peuvent porter toute la semaine et le week-end. Et c'est un projet qui a mis du temps à se construire. Alors c'est un projet que j'ai forcément mûrement réfléchi, mon frère qui m'accompagne aussi sur le projet. Nous, on a toujours été habitués à se promener dans cet atelier, voir les différents créateurs. On avait des maisons de luxe à côté de tout petits créateurs, donc c'était vraiment un univers, un mix entre tout ça. Et on s'est amusé justement à se prêter au jeu et nous à se passer plus en tant qu'exécutants mais en tant que créateurs nous-mêmes et créer notre propre... Et comment s'est passé l'accueil? Vous l'avez lancé à la Fashion Week il y a 2 ans je crois à peu près. Et comment s'est passé l'accueil? Alors c'était un accueil pour nous plutôt surprenant parce qu'il était vraiment... on a eu un très bon accueil, des très bons retours. On est tout de suite allé dès la première saison, dès la première présentation au Japon. Ça a été pour nous, en fait on a été invité à un salon, à une participation. Donc on s'est rendu compte que là-bas c'était un territoire où les gens étaient très exigeants, ils avaient une vraie connaissance du produit et c'était un vrai test pour nous. Et vous avez ouvert une boutique au cœur de Paris, dans le Marais je crois. C'était important aussi d'ouvrir une boutique? Alors notre boutique pour nous c'est comme un laboratoire. L'idée c'est vraiment de pouvoir tester en direct auprès des clients. Paris c'est quand même une place centrale pour la mode, que ce soit dans le monde entier. Il y a des clients qui viennent de partout finalement. On a aussi prévu un showroom donc, qui se trouve à la Cave. Donc là c'est pour recevoir vraiment les rendez-vous pro. Ça nous permet tout de suite de tester auprès des clients finaux quels produits fonctionnent et quels produits peuvent un peu moins fonctionner, parce que ça peut arriver, on peut se tromper. Et voilà. Et en France ou à l'étranger, cette notion du Made in France, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui? C'est franchement, je pense, essentiel pour l'état d'esprit des gens qui commencent à changer. On consomme de plus en plus local. C'est vrai qu'en France, on a des savoir-faire qui sont reconnus depuis des décennies. Toutes les marques de luxe ou les grands créateurs de haut de gamme fabriquent en France au moins une partie de leur production. Donc forcément, c'est un gage de qualité. Isabelle Granata, la région Grand Est est à l'honneur au sein de ce 8e salon du Made in France à Paris, Porte de Versailles, avec un très grand stand. Vous en faites partie, vous exposez vos produits et vos différents services. Alors pourquoi cette participation et quel est l'enjeu pour la région Grand Est d'être présente sur ce 8e salon Made in France? Des questions que nous avons posées à Isabelle Héliot-Couronne, la présidente de la commission développement économique du Grand Est. Isabelle Héliot-Couronne, quelle est l'importance pour la région d'être présent sur ce salon Made in France 2019? Alors Made in France 2019 pour la région Grand Est, c'est une grande première. Et c'est tout l'intérêt de ce salon nous est apparu parce que nous avons l'habitude de nous déployer quelque part, soit sur des salons à vocation internationale, alors soit en France, soit à l'étranger, des gros salons. Et là, il nous est apparu intéressant d'exposer au MIF, Salon Made in France, parce que c'est à la fois un salon professionnel et à la fois un salon grand public. Et ça permet à des petits créateurs qui n'auraient pas forcément l'envie ou l'idée d'aller sur des salons plus internationaux de pouvoir exposer. L'intérêt aussi, c'est vraiment cette notion Made in France, c'est-à-dire de pouvoir mettre en avant tous ces créateurs, et notamment à travers le salon, le stand Grand Est. L'objectif de ce stand collectif, c'est toujours ce qui nous anime, c'est de chasser en meute, de montrer la force de ce territoire Grand Est, d'avoir une multitude de produits, une richesse dans les acteurs économiques et dans ce qu'ils produisent,
que ce soit sur du textile, que ce soit sur l'agroalimentaire, que ce soit sur, on a vu des vélos tout à l'heure. Donc l'objectif, c'est vraiment de fédérer autour d'un même stand, sur un même stand, autour de ce Grand Est, et la complémentarité aussi de toutes ces activités, de tous ces acteurs économiques. Voilà, retour avec Samuel Granata. Samuel, aujourd'hui, quels sont vos projets pour l'avenir? Est-ce que c'est élargir la gamme, élargir le panel de clients, les pays peut-être? Alors forcément se diffuser en Europe, en France aussi également, forcément, puisque c'est notre territoire mère. Trouver des multimarques, des distributeurs. Là, on va bientôt ouvrir notre magasin d'usine, donc au pied de notre atelier à Lavaux, juste à côté des magasins d'usine de Troyes. Et l'idée, c'est justement se diffuser auprès de nos clients locaux, faire connaître aux Troyens, parce que tout le monde ne nous connaît pas encore. Et puis voilà, petit à petit évoluer et puis se développer dans ce sens. Comment vous voyez votre marque dans 5 ans? Alors je la vois, en tout cas je l'imagine comme telle. J'espère qu'on aura déjà bien développé l'Asie, la Corée, le Japon, où on a vraiment de très belles perspectives d'avenir. Là, je me rends 2 fois par an en Italie pour faire un salon international, vraiment aussi accroître l'Europe et à moyen terme aussi les États-Unis pour trouver justement des distributeurs et faire vivre notre site internet aussi qui a besoin de... Merci Samuel Granata, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour tous ces beaux projets. On vous souhaite bon vent dans vos projets. On va continuer cette émission avec un tour d'horizon de l'actualité économique régionale. C'est le retour sur l'actu, bien évidemment, centré sur le Made in France. On part d'abord à Dambach-la-Ville, dans le Bas-Rhin. C'est là que continue de résister l'un des derniers fabricants français de chaussettes, La Bonale, c'est son nom. L'entreprise a été créée il y a 95 ans et elle a plusieurs fois failli mettre la clé sous la porte, mais elle continue de résister, elle est toujours là. Et elle développe depuis 1 an une nouvelle marque, la Frenchie, en se misant sur le Made in France, justement. Un pari osé quand on sait que seulement 2% des chaussettes achetées sont fabriquées en France. Un pari osé, mais qui marche, comme on va le voir dans ce reportage signé Cécile Motz et Gilles Kunz pour Alsace 20. Les bobines de fil s'agitent et on devine peu à peu la forme de l'objet final. Dans les locaux de l'usine La Bonale, c'est la chaussette la star. Mais qu'elle soit pour petit ou pour grand, brodée ou pas, toutes ont en commun un liseré tricolore et chacune suit le même chemin. Donc là, les chaussettes, elles viennent du formage. Et puis là, je suis en train d'appairer, ça veut dire voir s'il y a des trous, des défauts. Et donc après ce passage chez moi, vont aller à l'étiquetage. Et la petite dernière née dans l'usine de Dambach-la-Ville, c'est la Frenchie, une nouvelle marque créée il y a tout juste 1 an par La Bonale pour surfer sur le 100% Made in France. Ses composants sont tous français et ce n'est pas là ses seules particularités. On a eu envie d'aller encore plus loin que simplement d'utiliser les matières premières françaises. C'est également de remettre l'humain au cœur de l'industrie textile et aussi nos salariés. Donc sur les packs, vous allez retrouver les photos de nos salariés. Ça a été un petit challenge de se mettre en avant et de se dire on est là. Depuis le lancement de la marque, 60 000 paires ont trouvé chaussures à leurs pieds, ce qui représente environ 4,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Des ventes encore modestes mais indispensables à la survie de La Bonale. Placée en redressement judiciaire en 2018, elle a dû se séparer d'une dizaine d'employés mais a pu en sauver 90. La Frenchie, ça a été notre projet à la sortie de notre procédure. Donc c'est une marque qui a été à la fois un projet de développement de business, mais aussi un projet interne d'entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de croissance, parce que quand vous sortez de procédure, c'est compliqué. Vous avez très peu de concours bancaires, vous avez que de l'autofinancement. Donc économiquement, c'est toujours difficile de gérer ce genre de situation. Donc le seul levier, c'est la croissance. Avec cette nouvelle gamme, l'entreprise alsacienne a élargi son spectre de consommateurs et cible désormais aussi les hypermarchés. La Frenchie est ainsi disponible dans plusieurs réseaux dans toute la France, en parallèle de la marque historique La Bonale qui continue son chemin en boutique spécialisée ou premium.
Allez, on va continuer notre tour économique de la région Grand Est en partant dans les Vosges, à Saint-Dié. L'entreprise Salveco y fait son chemin en innovant sur la chimie du végétal. Jusqu'à présent, l'entreprise s'était fait connaître en concevant des formulations pour les grands groupes, des formulations brevetées. Eh bien, l'entreprise désormais a créé sa propre marque. Il s'agit de Osanis. La PME vosgienne a en effet lancé en octobre une nouvelle gamme de produits, des produits pour la désinfection et l'hygiène de la maison, des produits 100% d'origine végétale, 100% biodégradable et 100% sans javel. Je vous propose de découvrir cette très belle PME dans ce reportage signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat pour Via Vosges. C'est une PME vosgienne avec une quarantaine de salariés qui discrètement mais sûrement fait son chemin sur le marché très innovant de la chimie du végétal. Salveco, installée à Saint-Dié depuis 1994, l'entreprise s'apprête à sortir une gamme de produits, son nom Osanis, 6 références pour la désinfection et l'hygiène de la maison ainsi qu'un désinfectant pour les mains avec ce qui fait l'atout des produits, leur composition, 100% d'ingrédients d'origine végétale, biodégradables et 100% de bactéries éliminées sans javel. Jusqu'à présent, Salveco s'était fait connaître au niveau national et à l'export en concevant des formulations brevetées, rachetées par des grands groupes. Désormais, Salveco a créé sa propre marque. Aujourd'hui, nous lançons notre marque pour pouvoir non seulement maîtriser notre image, c'est-à-dire c'est une marque vitrine pour Salveco, mais aussi pour aller proposer à des distributeurs directement cette technologie. Et dans ce petit coin des Vosges, l'innovation de cette PME se niche dans ses laboratoires de recherche. C'est ici que sont élaborés et testés les produits. La chimie du végétal, selon Salveco, repose avant tout sur la preuve de sa qualité sanitaire. Ici, on se méfie plus que tout des labels verts et autres dénominations naturelles. Là, on va tester l'efficacité du désinfectant pour s'assurer qu'il est efficace sur toutes les bactéries qu'on peut retrouver dans notre quotidien. Ce produit-là, il a été testé dans des cas cliniques et des cas pédiatriques. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez avoir un produit qui est considéré comme bio alors que vous avez mis seulement 1% d'huile essentielle dedans. La chimie du végétal, pour être crédible, doit être au moins aussi efficace que la chimie conventionnelle. Mais à l'heure où l'on dénonce les perturbateurs endocriniens et la nocivité des intrants issus de l'industrie du pétrole, l'entreprise déodacienne a de belles perspectives. La gamme Osanis dispose déjà d'un brevet mondial biocide et de l'autorisation de l'Union européenne pour une mise sur le marché. On pourra retrouver ces produits vendus pour l'heure en ligne en France, avec un point relais à Saint-Dié, mais ils sont déjà diffusés en Afrique. Des négociations sont en cours pour la Chine. Suite et fin de notre périple économique régional centré sur le Made in France, je vous propose de partir en Moselle, à Rohrbach-les-Beach, près de Sarreguemines. C'est là que Gaia Trend produit chaque jour entre 150 000 et 200 000 flacons de e-liquide. Vous savez, ces petits flacons dont se servent les vapoteurs pour remplir leurs cigarettes électroniques. En 10 ans, Gaia Trend, une PME familiale, est devenue le leader français sur ce marché dit de la vape, avec des produits 100% made in France. Et l'entreprise a encore de belles perspectives d'avenir à découvrir dans ce reportage signé Michel Weiss pour Via Mirabel. Dans le monde de la vape, c'est le leader français. L'entreprise Gaia Trend a gravi un à un les échelons en 10 ans pour devenir l'un des acteurs incontournables dans la conception de e-liquide. Avec 150 à 200 000 flacons produits ici chaque jour, pas moins de 26 pays sont régulièrement approvisionnés par cette entreprise familiale, gage de cette incroyable réussite. Avoir fait un parcours comme ça, avoir réussi à recruter 150 salariés, se développer à l'international et réaliser tout ce qu'on fait aujourd'hui est vraiment ma plus grande fierté aujourd'hui. Et l'un des points névralgiques de ce fleuron de la vape, c'est ce laboratoire. C'est ici que l'on fabrique les différents parfums à partir de molécules aromatiques qui composent le catalogue de 120 références. Si la personne en fait trouve un goût qui lui plaît, eh bien ça lui permet d'arrêter en fait avec une certaine notion de plaisir. C'est vrai qu'on a apporté un petit peu cette dimension plaisir dans le sevrage tabagique qu'on n'a pas forcément avec d'autres substituts. Un plaisir qui n'est pour l'heure pas encore reconnu comme un acte de santé publique et pour lequel la société milite activement. Avec 1,2 million de vapoteurs réguliers en France, elle souhaite que des études françaises soient menées pour prouver que ces produits sont plus efficaces que d'autres alternatives ou substituts. Je rappelle quand même que le tabac aujourd'hui
tue plus de 73 000 personnes en France et qu'il y a un vrai problème de santé publique et qu'il faut à tout prix qu'on soit reconnu en tant que tel parce que d'après les derniers chiffres tombés, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour sortir du tabac. Pour couper court aux polémiques alarmistes, la société a lancé en mai dernier le CRIVAP, un centre de recherche et d'innovation pour la vape, un organisme indépendant pour nourrir et alimenter le débat. 4 millions d'euros ont aussi été annoncés pour agrandir les locaux et devraient porter à 10 000 m² la superficie totale. Un investissement loin de partir en fumée qui démontre que Gaia Trent voit encore plus loin. Voilà, c'est la fin de cette émission Business enregistrée ce vendredi 8 novembre, porte de Versailles, à l'occasion du salon Made in France. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci aussi d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Merci aussi de bien vouloir m'excuser pour cette extinction de voix, mais ce sont les aléas du direct. C'était la dernière émission de l'année 2019. Je vous donne rendez-vous en janvier 2020 pour un nouveau numéro de Business, votre magazine économique régional. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et bonne fête de fin d'année.